Sociologue de formation, professeur de sciences politiques, expert en développement, membre permanent de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit El Hekma, là où nous nous trouvons en ce moment. Professeur Mohamed Karrou, merci d'avoir accepté l'invitation de la presse. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, comment expliquer ce mal-être qui traverse toutes les couches sociales et les tranches d'âge, sans exception? Effectivement, le pays, la Tunisie, traverse une période difficile, une période de tension, de désordre, que l'on pourrait qualifier par le terme galvaudé, certes galvaudé, mais pertinent, de crise, c'est-à-dire un ensemble de phases de dysfonctionnement et au fond une crise globale, puisque cette crise est à la fois variée et multidimensionnelle. Par rapport à Brahim Aissaoui, l'auteur des derniers attentats à Nice, moi je vous propose une autre lecture et vous allez me donner votre opinion. Ce sont des jeunes à qui on a inculqué également une idée selon laquelle que nous sommes, depuis que le monde est monde, nous sommes les meilleurs. Arrivés à l'adolescence, peut-être à la majorité, mais surtout à l'adolescence, ils se rendent compte que nous ne sommes pas les meilleurs. Et il y a une déchirure qui grandit avec eux. Moi, je pense qu'il y a certainement la radicalisation, mais l'islamisme est aussi un prétexte. Il y a la haine de l'Occident. Il y a la haine de l'autre, de l'étranger, le kofar, le mécréant, et qui pourtant bénéficie de la prospérité, de la liberté, de l'état de droit. Donc, ils sont mus par cette haine, cette colère envers le mécréant et qui pourtant bénéficie d'un bien-être dont il est privé. Certes, l'idéologie et l'idéologisation de type salafiste radical comptent énormément. Mais pourquoi, la question qui se pose, pourquoi cette idéologie de haine de l'Occident, de rejet de l'Occident, de déni de la modernité, de déni de la réalité du monde actuel. Pourquoi elle se greffe? Pourquoi elle arrive à pénétrer l'esprit de ces gens-là? Et l'explication, donc, au-delà de l'idéologie, qui est certes un élément fondamental, c'est qu'il y a une crise de la famille et une crise des valeurs, et une crise sociale. Est-ce que vous considérez que les pathologies de la société tunisienne, pour reprendre la formule consacrée du père de la sociologie, du moins en France, Émile Durkheim, est-ce que vous considérez que les pathologies de la société tunisienne sont dues à une mauvaise distribution donc de la richesse, à une mauvaise politique de l'État qui perdure depuis des années? Oui, mais pas seulement. L'approche de la complexité, le paradigme de la complexité nous permet de comprendre qu'il y a la chose et son contraire. Une approche dialogique est très importante. Il y a de l'ordre et du désordre. C'est-à-dire que l'État n'est pas seulement facteur de désorganisation, de troubles, de malgouvernance. Il fait aussi des réformes, il fait de bonnes choses. L'État a fait de bonnes choses. Donc il ne faudrait pas nier le rôle de l'État, n'est-ce pas? Et le rendre responsable de la crise que nous traversons. Parce que les citoyens eux-mêmes, par la gabegie qui s'est imposée, sur laquelle j'aimerais revenir, n'est-ce pas, les dysfonctionnements, oui. Les citoyens eux-mêmes sont responsables. Prenons le cas, vraiment le cas que je considère comme étant le problème numéro 1 de la Tunisie. Un cas typique. Un cas typique, mais vraiment très important que nous n'avons pas pu résoudre jusqu'à maintenant depuis plus de 10 ans. Je ne date pas de 2011, il est plus ancien, mais c'était exacerbé après 2011. La question de l'hygiène publique. Regardez, nous vivons dans une poubelle dans ce pays et tout le monde accepte cela. Ils le refusent à titre individuel, mais collectivement, nous l'acceptons. Autour de nos demeures, autour de nos maisons, dans nos quartiers, il y a des poubelles partout, n'est-ce pas? La propreté ne concerne que l'espace privé, comme si l'espace public était l'espace d'un makhzen, d'un État étranger. Mais etc. Il y a la déficience aussi au niveau du citoyen qui balaie devant sa porte et repousse les ordures devant son voisin. L'État n'est pas responsable, la municipalité n'est pas responsable à elle seule de la déficience au niveau de l'hygiène. Le citoyen est lui-même, et c'est pour cela que je vous ai dit qu'une approche dialogique qui tient compte de la chose et de son contraire, de l'ordre et du désordre, est capable de saisir cela. C'est une responsabilité collective. Les jeunes sont sacrifiés, ont été sacrifiés, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, et ça ne veut pas dire que
Comment rattraper les fautes originelles? Moi, je voulais faire un diagnostic de la situation et passer aux solutions. On va venir aux solutions. D'abord, le diagnostic. Qu'est-ce que nous vivons actuellement? Alors, nous vivons une crise identitaire de type global. C'est-à-dire, elle est à la fois économique, elle est politique, elle est idéologique, elle est culturelle, elle est familiale, elle est symbolique. À tous les niveaux, nous avons des tensions qui n'ont pas été résolues. Très franchement, peut-on douter de la bonne foi du gouvernement ou du chef du gouvernement? Non. Non. Le problème, c'est que les caisses sont vides, professeur. Les caisses sont vides. Ils n'ont pas les moyens de mettre en place... Pourquoi les caisses sont vides? Parce qu'il y a une mauvaise gestion. Entre autres, par exemple, le gouvernement accorde des prêts, il a toujours accordé dans ce pays des prêts à des investisseurs qui ne les rendent pas. Il n'y a aucune raison. Vous parlez des hôteliers? Vous parlez des hôteliers? De la centaine de familles privilégiées dans ce pays, et il faudrait poser cette question sur la table. Et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'époque de Ben Ali, mais qui continue aujourd'hui en connivence avec les partis politiques. Ils ne remboursent pas leur crédit. Ils ne remboursent pas leur crédit. Ils continuent. Vous savez pourquoi en connivence avec les partis politiques? Parce qu'ils financent les partis politiques. Exactement. Parce que les partis l'argent qui devrait aller à la banque pour rembourser un crédit, il va financer les partis politiques. Les partis politiques et ils financent les dirigeants des partis politiques dans leur vie quotidienne de tous les jours. Absolument. Et cette question, les jeunes la connaissent. Ils vivent cela. Et c'est pourquoi les autorités n'ont plus de crédibilité pour eux. Parce que ces autorités, non seulement ne tiennent pas leurs promesses, mais elles protègent les détenteurs de l'argent. Il y a une connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir financier. Et tant qu'on n'a pas résolu cette question, la question de l'autorité de l'État posera problème. Très bien, nous avons parlé de l'État, nous avons parlé de la société. Je voudrais qu'on parle de l'individu tunisien. Absolument. Alors, fait-on porter nos malheurs, les malheurs de chacun, sur la société, sur le gouvernement, sur un... Absolument. Il y a une tendance. Et cette tendance, à mon avis, il faudrait en parler et lutter, combattre cette tendance des individus à projeter sur l'autre ses problèmes. Il y a une déresponsabilisation de la question de l'individualisation et de la construction de l'individu. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une crise identitaire. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Comment nous nous percevons et comment nous percevons l'autre? Nous avons tendance, au niveau de notre vie quotidienne, et je vous dirai pour quelle raison, à reporter nos problèmes sur l'autre. Alors l'autre, ça peut être l'État, ça peut être l'autorité municipale, ça peut être tel ou tel parti politique, ça peut être telle ou telle tendance, comme si l'autre tendance était la seule responsable. Or, dans l'approche dialogique, justement, il faut voir que même cette tendance politique qui est dominante aujourd'hui, qui exploite cette malgouvernance, qui continue la malgouvernance, en fin de compte, elle se niche dans un hiatus qui a déjà été creusé par l'ancien régime. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pratiquement, Nahda remplace l'ancien parti du Destour, le RCD. Elle remplace le RCD avec le parti dominant. Avec les mêmes pratiques, sinon pire. Pourquoi? Parce qu'au moins, le RCD avait une capacité relative aux réformes. Or, Nahda n'a aucune capacité relative. Mais elle se niche dans de véritables problèmes qui existent dans ce pays, entre autres la question de la corruption de l'administration, entre autres les réseaux familiaux, entre autres le non-remboursement des dettes publiques, entre autres le non-respect, le non-paiement des taxes, entre autres l'évasion fiscale. Tous ces problèmes-là sont des problèmes endémiques dans la société tunisienne. Sur ça, je vous remercie, professeur. Merci pour cette belle opportunité de dialoguer et qui est rare dans les médias. C'est nous qui vous remercions. Donc, alors, c'est votre dernier livre. Oui, c'est l'avant-dernier, puisque... L'avant-dernier. Donc, l'autre Révolution, paru aux éditions CRS en 2018. Allez-y. Exactement. Le prochain, il va être publié dans ces mois-ci. Il est chez l'éditeur. Oui. Il va être publié à coup sûr avant la fin de l'année. Il s'appelle Jemna, l'oasis de la Révolution. Merci. C'est un honneur et un plaisir. Merci, professeur. Ainsi prend fin donc conversation. Je vous donne rendez-vous مع محادثات جديدة
عن قريب إن شاء الله.